Merci d'avoir choisi d'écouter l'épisode 201. Mais qu'est-ce qui a bien pu vous attirer ici aujourd'hui? C'est un petit peu particulier. On va découvrir ça ensemble. Il faut le dire, si vous avez suivi, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux de manière générale, Instagram, Twitter ou encore Facebook, vous avez vu qu'il y a une séance de teasing depuis 2 jours, très colorée, très rouge. Vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est la couleur de l'amour, 14 février, Saint-Valentin, tout ça. Non, je serais tenté de dire oui, peut-être, mais pas là. C'est parce qu'on a un invité un petit peu particulier, chroniqueur et invité en même temps. C'est une chose qui n'est jamais arrivée chez les technos, puisque les autres chroniqueurs, ça, on va en reparler dans un instant, je vous promets, m'ont fait un petit peu faux bon. Alors j'ai dû en trouver un, mais de luxe, j'ai envie de dire, en la personne de Thierry Weber. Alors on dit Weber ou Weber? Chez nous on dit Weber, parce qu'on dit wagon. Oui, alors on peut dire comme on veut. L'important, c'est de l'écrire sans le A, parce qu'effectivement, ça peut se décliner avec ce Ouais, genre de ouais. lettres. Donc voilà. Bonsoir Marc. Bonsoir Thierry. On va parler podcast, on va parler suisse aussi, puisque je le précise si tout le monde n'avait pas compris que tu es suisse. T'es à Lausanne ou dans la région de Lausanne, c'est ça? Alors j'ai mes bureaux à Lausanne, et puis à l'heure où on se parle, puisqu'effectivement ni toi ni moi sommes dans un restaurant avec, avec Non. une autre personne, soir du 14 février, eh bien je suis en montagne, je suis dans les Alpes vaudoises, en altitude, avec de la neige et surtout du beau temps, en tout Ah. cas pendant le jour. Oui, c'est ça. Parce que bon, on voit les étoiles et tout, c'est magnifique quand c'est comme Exactement. ça. C'est juste génial, Exactement. quoi. Et c'est reposant aussi. La neige en ville à Bruxelles, par exemple, tu vois, ça, c'est très moyen. Ah, c'est différent, c'est différent, C'est très c'est pas différent. comparable. On va passer un petit peu de temps ensemble et ça va être sympa parce que on a plein d'affinités. D'ailleurs, on en parlait en aparté juste avant de commencer à enregistrer cet épisode 201. On a plein de points communs, on a plein de marottes, on va dire, communes. Il y en a une que toi de plus que moi, je pense. C'est ton amour de la bière, je crois. Ah, je suis Ouais. démasqué. Bah Voilà. oui, 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 oui. oui. Alors, je suis très, très jaloux parce que tu habites un très, très beau pays pour ce Ah oui. produit qu'est la bière. Et en même temps, je suis assez fier d'être en Suisse pour le pays qui, a priori, tiendrait le record du nombre de microbrasseries au mètre carré. C'est vrai. Ah ouais. On en a plus d'un millier. Pour un Ouais. petit pays de 8 millions d'habitants, c'est énorme, Ouais, c'est ouais. beaucoup. Il y en a de plus en plus chez nous aussi, des microbrasseries, ça se Ouais, développe ouais. également, au-delà des bières classiques, d'abbaye, etc., qui ont une réputation mondiale. On va parler bouffe, donc aussi. Oui, oui. Donc il y a Oui, vraiment... j'ai beaucoup aimé le visuel. Alors, j'aime bien plaisanter là-dessus sur la fondue parce qu'effectivement, C'est drôle. j'énerve mes compatriotes en disant c'est pas sûr que ce soit la Suisse qui a inventé à la fois la fondue, à la fois la raclette, parce qu'on a nos amis savoyards qui sont Bien juste sûr. à côté. Voilà, le doute subsiste quant à l'origine de ces plats à base de fromage, Ouais. mais je te confirme, j'adore ça. J'en mange aussi. Le chocolat, évidemment, on va vite plier tous les clichés, comme ça c'est fait. Voilà, le chocolat. Alors, le chocolat, je vais tout de suite te mettre à l'aise. Vous êtes les mieux placés pour le type de chocolat que vous faites, puisqu'effectivement, c'est le chocolat noir, c'est le chocolat Ouais. sans lait, et c'est la grande maison Lindt, pour pas citer de marque, qui a donné dans les toutes premières expérimentations de chocolat au lait. Je suis pas super fan, donc je vais dire, voilà, pour le coup, c'est un point pour la Belgique. Je préfère le chocolat belge. Ok. Par contre, on va parler technologie, et ça, il y en a. En Suisse, il y a de quoi faire. Ça, tu vas nous Oui. l'expliquer tout au long de ce numéro, parce qu'on est là surtout pour ça, chez les technos, je tiens à le rappeler quand même au passage. Juste un petit mot de mes chroniqueurs habituels, vous les connaissez maintenant bien, qui m'avaient tous dit, il y a longtemps, oh, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, moi, j'y crois pas, le machin, etc. Et effectivement, quand j'ai vu le calendrier, il n'y en avait pas un disponible, parce que tout d'un coup, il y avait un resto prévu, il y avait un truc, voilà, tout ça pour les remercier également de l'avoir fait de la place, et comme ça on a pu se retrouver avec Thierry qui avait parlé des technos dans un de ses podcasts, mais on va y revenir, on va pas tout dire maintenant, et qui avait épinglé dans sa liste les technos, et donc c'est comme ça qu'on a pu mettre, qu'on s'est mis en contact. Ce que je Oui. te propose Thierry, c'est de lancer la première lettre, si ça ne te dérange pas. Allons-y gaiement. Et là, je vais déjà me faire remonter les bretelles.
Et oui, c'est B comme Bob Mais oui, l'éponge. parce que... Oui, alors, oui, voilà. j'écoute attentivement effectivement les technos et j'ai pas pu m'empêcher de proposer ce tout premier sujet. J'espère que comment dire, je ferai honneur à tes collègues chroniqueurs en m'y prenant correctement pour animer pour la première fois en tant qu'invité Oui, c'est chroniqueur vrai. ton émission. J'ai eu les cheveux qui se sont hérissés quand j'ai entendu parler de cette technologie française que j'ai d'ailleurs vue au CES. Mhm. Parce qu'il manquait une très très grosse information. Et là, je vais tirer les oreilles. Alors, je ne sais plus qui avait parlé de cette machine à laver. Disons qu'on avait fait, comme souvent dans les podcasts high-tech, on évoque le CES avec ses hauts, ses bas, ses qualités, ses défauts, etc. Et on avait épinglé 2-3 news sympas. Et puis moi, j'étais venu, et je pense que c'est vraiment moi, hein, sur le coup, je ne jette la pierre à personne, qui avait dit, on a encore eu un lave-vaisselle, quoi. J'en ai pas parlé super en bien, parce que, très honnêtement, la presse elle-même n'avait pas relayé très très bien l'information non plus, il faut bien Ouais. le reconnaître. Ça avait été un petit peu survolé, et du coup, je l'ai survolé aussi, mea culpa. Ouais. Ouais, alors moi je me suis permis de proposer ce thème parce qu'en fait j'ai entendu nos amis français dire quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, un petit peu Mhm. gêné, c'est que d'une part ils trouvaient qu'ils étaient trop nombreux au CES, c'est vrai qu'on a de nouveau plus d'une centaine de startups présentes en Mhm. plus de la délégation de l'année passée sur cette édition 2019. Mhm. Et il y avait ces propos autour du type de technologies qui sont présentées au CES, Mhm. avec une phrase qui ressortait très souvent, ça commence à ressembler au concours Lépine. Alors, pour ceux et celles qui, comme moi, sont pas en France, le Mhm. concours Lépine, c'est un petit peu le salon des inventions. On en a un à Genève, ça s'appelle tout Ouais. simplement le salon de l'invention. Et j'aime à rappeler à tout ce petit monde que le CES a vu le jour avec des téléviseurs et des machines à laver à Ouais, New York dans les années 50. Donc voilà, on va juste replacer le tout à truc. fait. Puis bien loin de moi l'idée de faire de la pub à cette techno, mais l'innovation de ce produit réside dans le fait qu'on n'a pas besoin de raccorder cette machine au circuit d'eau. Et c'est Mhm. là que c'est intéressant, puisqu'effectivement c'est une machine qui est faite pour deux personnes, qui fait un cycle assez court, qu'on peut presque ranger un peu n'importe où quand on a terminé, mais surtout, on n'a pas besoin de se casser la tête en passant par la case plomberie. Et ça, c'était pas mal du tout. C'est une bonne idée. En fait, c'est vrai que je me suis replongé, j'allais dire, dans l'appareil en question. Ça m'avait échappé cette histoire de réservoir. On remplit un peu cette machine en fait comme un percolateur, quoi, une machine à café. Hein. 3 Exact. litres. Avec 3 litres, on fait la vaisselle de 2 couverts, hein, enfin des couverts de 2 personnes, Ouais. en 20 minutes, je crois, ou une demi-heure maximum. Effectivement, tu l'as précisé, pas besoin d'avoir de grosses installations, ce qui est plutôt pas mal quand on est jeune et qu'on est locataire, etc. On n'a pas besoin de Ouais. commencer à aller en dessous de l'évier et démonter des trucs. Et ça se branche, ça a la largeur d'un espace d'évier, quoi. Hein, on peut mettre ça à côté de l'évier dans la cuisine. Donc voilà, je rends hommage à ce produit qui finalement n'est pas si mal que ça. Il méritait sa place sans doute, comme d'autres, hein, au Oui. CES cette année. Mais c'est vrai que il y a tellement de choses au CES. Moi, j'y ai jamais été, mais Ouais. je lis énormément tout ce qui est autour du CES, pendant le CES et après. Le fameux rapport d'Olivier Zrati, par exemple, que beaucoup attendent avec impatience parce que c'est super bien fait. Je mettrai le lien évidemment en description de cette vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. C'est bien monté. Il me parle même des Suisses pour le coup, Oui, bah pour oui, cette. mais il fait le tour Voilà. de tout le monde. Hein. Je pense Ouais. que s'il y a un Belge, il va en parler. C'est- Et donc, c'est super intéressant. Mais il y a cet aspect, c'est vrai, redondance de produits un petit peu. Voilà, pas sexy, on a envie de dire, Oui. et ça nous fait passer à côté des fois de petites perles, soyons très, très clairs. On n'a pas fini de parler du CES, Thierry. Parce que j'ai la lettre C comme CES, donc tu vois, Comme par hasard. comme par hasard, comme c'est bien fait cette histoire. Le Et CES, très très fort. C'est une bonne maison avec de bons produits. c'est ça. CES 2019, avec pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, une délégation suisse que tu as emmenée, toi, Thierry, en fait. Oui, 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 avec mes deux collègues du collectif Suisse Fortech, là je nomme mon ami Bruno Chanel et Laurent Aymar. Laurent est un petit peu en fait à l'origine de ma passion pour le CES parce que lui il y va chaque année Mhm. effectivement.
pour identifier des produits, des technos qu'il pourra proposer ici aux plus grands sites de e-commerce, aux magasins, aux distributeurs. Et on avait parlé, il y a de ça plusieurs années en arrière, l'idée de venir une fois l'accompagner. Et puis voilà, le virus nous a pris et ça fait maintenant plusieurs années qu'on va en janvier chaque fois à Las Vegas. Et l'année passée, j'ai poussé un sacré coup de gueule, voilà, je vais rester poli, parce qu'effectivement, j'aime raconter cette histoire, c'est en ayant vu la délégation et le pavillon italien que tout d'un coup je réalise que non seulement il y a l'Italie, mais il y a en plus la Sardaigne. Alors moi, avec mes idées un peu arrêtées sur le coup, je me dis, mais attends, la Sardaigne, ils ont des startups? Non, non, seulement ils ont des startups, mais en plus ils avaient de très très bons produits. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La Suisse fait partie du top 5 des pays les plus innovants et elle est totalement absente de ce rendez-vous mondial, incontournable, le plus gros du monde. Et voilà, ce coup de gueule s'est transformé en quelque chose qui est devenu presque politique. On vit dans un tout petit pays, la population de Paris tient dans la Suisse, 8 millions d'habitants. Et voilà, les médias nous ont relayés, nous ont entendus, les politiques aussi. Et j'étais pas peu fier, effectivement, cette année de pouvoir dire, ça y est, il y a un pavillon suisse avec plusieurs dizaines de startups. On découvre justement le tweet de Bruno Guglielminetti qui nous a aussi sacrément épaulés. On a eu des retombées médiatiques en dehors de nos frontières parce que enfin il y avait quelque chose autour de la Suisse et ça faisait du bien. C'était vraiment un joli coup. Ouais. Moi je trouve ça toujours formidable quand on arrive à faire bouger les lignes et c'est très étonnant quand même que la Suisse n'ait jamais eu de délégation sur un tel salon, parce que tu le disais et j'ai encore vérifié il y a pas longtemps, le top 5 c'est pas une vue de l'esprit, la Suisse est dans le top 5 des pays les plus innovants technologiquement, et ce depuis longtemps maintenant. Donc oui, depuis plusieurs années. Donc moi je suis remonté à 2005 et déjà à ce moment-là on en parlait. Mais donc voilà, c'est très particulier. Alors oui, effectivement, il y a des gens influents dans les sphères sur Twitter, etc. Tu as parlé de Bruno Guglielminetti, le Québécois. C'est des comptes que je vous conseille à vous qui nous suivez de suivre, parce que c'est très riche en informations, en avis, en opinions très pertinentes également. Je vous les conseille vraiment. Et quand un personnage comme ça dit bravo Thierry Weber, ça c'est un bravo qui compte. Fait chaud au cœur, et ça fait chaud au cœur, et du coup, voilà, si vous avez envie d'ajouter un podcast à votre listing, je peux que vous conseiller d'ajouter moncarnet.com. Oui. C'est justement le podcast de notre ami Bruno, qui pour le coup n'était pas présent. Lui, il a des dizaines d'années, je crois qu'il a 20 ou 21 années de CES derrière lui. Je suis un petit rigolo à côté de lui. Et pour le coup, on l'a eu à distance, mais il a bien relayé la chose et je le remercie encore une fois. Non, alors effectivement, la Suisse a cette particularité, mais ça c'est propre à notre ADN. Je dis toujours pour nos amis français qu'eux ils ont cette grande gueule, mais c'est très gentiment que je dis ça, pour arriver à mieux se vendre, à mieux présenter les produits, les services qu'ils ont à vendre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis toujours épaté de voir des stands français qui arrivent à t'alpaguer pour te vanter les mérites d'une application mobile ou d'un service en ligne, là où c'est plus dur que, par exemple, de simplement avoir un stand sur lequel tu as un objet physique à présenter, à démontrer. Donc oui, on est à quelque part, je pense, jaloux de nos amis et voisins français, parce qu'on n'ose pas sortir du bois, on n'ose pas sortir du lot. Et du coup, ça nous péjore pour certaines situations. Et je suis très fier, donc comme je le dis, je le répète, que cette année, cet appel s'est transformé en une action probante, puisque il y avait plus d'une vingtaine de startups, mais il y avait aussi pratiquement le même nombre de personnes qui sont venues en délégation. Donc il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des gens d'école, il y avait des investisseurs, il y avait vraiment un panachage de profils bien mélangés qui ont fait le voyage entre la Silicon Valley puis après au CES, de venir découvrir pour la première fois le CES. Et je n'étais pas peu fier d'être un des guides avec Bruno et Laurent pour leur faire visiter pour la première fois le CES. À reproduire, évidemment.
Bien. Ça sans modération. Sans modération, une fois qu'on a mis le doigt dedans, ce serait trop bête de s'arrêter. Et aussi, l'année passée, cette année-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, des délégations belges, mais on est un pays un petit peu fragmenté, hein, comme tu le sais, entre Wallonie et Flandre, et Bruxelles au milieu, et donc c'est toujours très difficile de fédérer les startups, qu'elles soient d'une communauté ou l'autre, et donc c'est très localisé, par groupe très localisé, que les délégations se forment et vont s'exprimer là où ça se passe, quoi, hein. Il faut être clair, il faut des fois se montrer. Et on a un petit peu le même problème, je pense, en Belgique, cette espèce de complexe d'infériorité par rapport à nos amis français, de se dire, tiens, on n'est peut-être pas assez bien pour se montrer, etc. C'est en train de changer, soyons clairs, et heureusement, et voilà. Mais bon, il suffit de se bouger un petit peu, et à un moment donné, le déclic se fait. Oui, et puis pour féliciter tes compatriotes, le stand de la Wallonie à l'époque de Vivatech, qui est un rendez-vous un peu plus modeste par rapport au CES, mais qui se tient à Paris, n'avait rien à envier à la plupart des pavillons ou des stands qu'on peut voir comme ça dans ces grandes foires, parce qu'il était à la fois très beau et très facile d'accès, très pratique pour pouvoir tout de suite, en quelques secondes, comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu exposes. Oui. Là où, par exemple, s'il fallait faire l'autocritique du pavillon suisse, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. On doit revoir notre marketing physique, tout simplement, du stand et du pavillon. Là, par exemple, justement, les Français, les Belges, vous faites ça beaucoup mieux que nous. Voilà. À suivre, et puis finalement c'est que chacun y aille, que tout qui a quelque chose à porter comme message ou nouvelle technologie ou innovation, n'hésite pas à y aller. Il y a des gens qui se fédèrent entre eux aussi, hein. Il faut pas nécessairement attendre que d'autres se bougent. On peut aussi faire des petites choses, mais c'est très cher, hein, stand au CES, je pense, hein. C'est pas donné à tout le monde, donc ouais, mais c'est vrai que sous l'égide d'un pays, d'une organisation, ça devient intéressant. Et par exemple, pour reparler l'exemple des Français, la French Tech commence à être très très regardante sur la sélection pour pouvoir prétendre à être sous l'égide de la French Tech. Et c'est là qu'on voit des régions qui viennent s'agglutiner. On a vu la Poste, moi j'ai même vu l'année passée l'aéroport de Paris, on a des régions, on a comme ça tout un microcosme qui vient profiter de l'effet French Tech et qui permet comme ça d'avoir des alternatives pour, en tant qu'exposant, en tant que start-upper, de venir avec son produit quand même malgré tout à moindre coût, pour pouvoir être présent à cette place de marché qui est réelle, hein. Vraiment, j'ai discuté avec les start-up suisses, certaines d'entre elles ont fait du très très bon business. Super. Clairement. C'est tout ce qu'on leur souhaite, évidemment. C'était le but avoué, voilà. Le tien, c'était de te rapporter aussi de l'information, j'ai l'impression, parce que j'ai déniché une photo de toi en train de capter du son et de l'image. Donc, c'est aussi l'occasion pour toi, parce que ça fait partie de ton business, soyons clairs, de parler de la tech et de les mettre en avant, etc. Mais à côté de ça, tu fais du podcast, tu t'amuses aussi à communiquer, t'aimes bien ça. Donc, c'est l'occasion aussi, le CES, de faire un peu d'image, de son, de rapporter une information différente. Oui, et puis c'était une belle opportunité pour nos collègues des médias ici en Suisse, parce que pas tout le monde a pu se permettre, à l'image des Français, d'amener des journalistes, des équipes télé ou radio. Donc j'ai partagé pas mal de contenu avec de la presse, de la radio, de la télévision, qui a pu comme ça être utilisé, réutilisé, rediffusé, remonté. Je le fais très très volontiers parce qu'on a un point commun. Et toi et moi, on fait du contenu, mais on ne gagne pas sa vie avec ça, puisqu'effectivement, c'est difficile. Mais je suis assez fier de pouvoir dire que grâce à cette façon de faire, puisqu'effectivement, je fais du podcast depuis que ça existe, bien, je suis probablement le premier podcasteur qui gagnait sa vie grâce à un podcast, puisque en fait, ça m'a donné une visibilité pour d'autres opportunités, en l'occurrence mon agence et puis les clients qui me voient. On parlait hors antenne avant de Point Barre, de Couleur 3. Sache que j'ai une belle anecdote par rapport à ça. On sort un peu du cadre. Eh bien, c'est une personne qui a entendu l'émission dans laquelle j'ai été invité par Stéphane Laurenceau, que je salue au passage, qui a accroché sur l'idée de se dire « Ah tiens, il faut que j'appelle ce gars parce que j'ai besoin peut-être de ses services en matière de stratégie numérique. » Donc, j'ai parlé du CES dans une émission de Couleur 3 à Point Barre pour déboucher sur une opportunité. Donc c'est ça la magie de la production de contenu. Quand on donne, on reçoit. Exactement. C'est pour ça que j'adore Internet. Voilà.
Parfait, il a tout dit. C'est bon, on peut faire, mais... Non, on a encore quelques news, quand même. Oui. Parce que tu as épinglé quelques informations, parce que, bon, voilà, c'est le format qui veut ça aussi, hein, c'est parler aussi de l'actualité technologique. Tu nous as apporté une info sur une boîte ou un organisme qui s'appelle Ether9, je dis bien, je dis pas de bêtises. Ouais. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit c'est une sorte d'extraterrestre qui je ne sais pas qui a pu avoir cette idée, parce que j'avoue, alors là, du coup, je prétends pas être journaliste, donc du coup, je me défais de toute responsabilité. Non, mais plus sérieusement, Ether9 est en fait un réseau social qui est un copycat de ta personne et de ta personnalité. D'accord. Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous créer un compte, hein, ça s'écrit ETER9.com pour ceux qui nous écoutent en audio. Et la chose que je vous invite à faire absolument, c'est de ne surtout pas balancer votre compte Facebook avec ça pour tester l'expérimentation jusqu'au bout, parce que vous allez spammer tout votre réseau d'invitations. Et on nous vend ce réseau social comme étant un clone de soi-même numérique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'intelligence artificielle, alors là, j'ai pas pu aller gratter derrière. L'intelligence artificielle qui est au service de cette plateforme va analyser ta personnalité, va l'étudier, va la simuler, et tu peux régler le niveau d'intelligence artificielle que tu veux mettre pour que, par exemple, ton avatar, ton double numérique commence à avoir de l'initiative. Il va publier des posts, il va demander des gens en ami, il va se débrouiller lui-même, là où sur un Facebook on fait ça à la main, puisque on décide d'aller liker, on décide d'aller publier du contenu, on décide d'être en contact ou pas avec telle ou telle personne. Ben là, c'est tout le contraire. C'est une réelle autonomie en partant de tes habitudes de surf. Alors, comment ça fonctionne ? Comment ils collectent l'information ? Comment ils alimentent ton clone numérique ? Ça reste une grande question. Et j'ai ouvert un compte et je teste la chose sans lui donner à manger, c'est-à-dire que j'ai volontairement pas connecté mon compte Facebook pour voir si l'intelligence artificielle qu'il y a derrière tient vraiment la route. Est-ce que c'est une forme de transhumanisme, en fait Oui, exactement. Moi, c'est un domaine qui me passionne. J'ai un rêve un peu fou, c'est de pouvoir transposer tout ce que j'ai là-dedans dans un réseau. On n'en est pas encore. Hein. Dans une belle blonde de préférence. Pourquoi pas. Non, mais aussi de se dire, il y avait un film intéressant là-dessus où la personne finit à être présente sur le réseau. Il y a beaucoup dans le cinéma dans ce thème. Mais là, de nous rendre accessible un réseau pour jouer les apprentis sorciers, ça devient intéressant. Maintenant, j'attends au contour les promesses qu'on nous fait, en tout cas avec ce premier réseau. Je pense qu'il va en avoir d'autres, hein, clairement. Et puis en sous-titre, j'avais dit, tiens, c'est peut-être un réseau pour devenir éternel en ligne ou apprendre le portugais, parce qu'il y a une grosse communauté portugaise. Alors, je sais pas si c'est le site est en anglais et en portugais, d'ailleurs, je vous invite Exactement, donc peut-être ce sont nos amis brésiliens derrière, je ne sais pas. Ouais, ça mérite d'aller y faire un tour. En tout cas, moi, je vous invite à aller ouvrir un compte. Essayez de faire l'exercice comme moi, de voir si votre clone numérique se débrouille sans vous. Expérimentez-le avant que quelqu'un le détourne. Voilà, c'est un peu ça. Comme d'habitude pour les nouveaux réseaux. Ouais, c'était le cas avec Facebook, on était tous très contents au début, hein, on s'est bien marré avec ce machin-là, et là on a fait un bonus il n'y a pas tellement longtemps sur le sujet, on commence à s'en détacher, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus, et ça ne répond plus nécessairement à nos attentes, quoi. Oui, je t'ai entendu dire effectivement que tu le gardais pour des raisons professionnelles, et je crois que c'est un constat autour de nous qui est de plus en plus fréquent. Ouais. On garde du Facebook parce qu'on en a encore l'utilité pour son boulot, pour son travail d'agence, ou des choses comme ça, mais on l'utilise de moins en moins à titre perso. Ça fait quand même un bout de temps que ce réseau a vu le jour. Hein. Ça fait un bout de temps, et 15 ans en l'occurrence, puisqu'on vient de le fêter son anniversaire. Ouais. Et on peut aussi se poser, au vu de l'actualité française des derniers jours, j'ai envie de dire, de l'intérêt ou de l'importance qu'ont pris ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres maintenant, dans les vies des uns et des autres, quand on voit tout ce qu'il y a autour de l'actualité sur cette fameuse ligue du LOL dont on a parlé un peu partout.
partout cette semaine, qui défraie la chronique 10 ans après les faits, grosso modo. Et là, on se regarde les uns les autres, surtout ceux qui étaient déjà sur Internet et sur Twitter en particulier il y a 10 ans, et qui se disent, mais est-ce que j'ai pas dit une connerie un jour, moi aussi, ou est-ce que j'ai pas fait une connerie? Et parce qu'à un moment donné, le prisme est déformant, quoi qu'il arrive, et on a créé quelque chose qu'on ne maîtrise plus, finalement, avec ces réseaux. Moi, je pense qu'il faut accepter le fait que ça sera de plus en plus le cas. Ça va nous échapper. On voit l'intelligence artificielle. Alors moi, j'aime pas. Bon, là, c'est le coup de gueule de l'émission. Il faut qu'on arrête d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Je crois. Clairement, c'est de la bêtise informatique. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé un bon terme. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'intelligence, il s'agit de corriger de la bêtise. Et là, je n'utilise pas forcément le bon terme. Je dis bêtise. Parce qu'effectivement, c'est pas une forme d'intelligence pour un logiciel que de réagir à des process qui sont déjà établis ou analysés ou imaginés. Donc, ce sont des algorithmes. Exactement. L'intelligence artificielle, ce serait des prises de décision sur base de facteurs qu'on n'a pas introduits dans la machine, quoi. C'est ça l'idée. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire par rapport à ce nouveau réseau social d'un genre un peu particulier. On verra ce que ça donnera. On garde ça à l'œil, évidemment. Il fallait qu'on en parle, quand même. Si on fait un épisode un peu suisse, il faut qu'on parle de l'un de ces fleurons technologiques, Logitech. Je pense que parmi les gens qui nous écoutent, tous ont eu une souris ou ont une souris de la marque Logitech ou une webcam ou n'importe quel device de la marque Logitech. Moi, personnellement, Thierry, mon premier device Logitech après la souris classique, machin, etc., c'était le scanner à main. Je sais pas si tu te rappelles de ça, l'espèce de... Ah oui, tu vois, le ramasse-miettes. De sa forme particulière, oui. Le ramasse-miettes, j'appelais. Exactement. Et donc, voilà, tout ça pour dire que, oui, Logitech, c'est une société suisse. Et ça, tu peux nous en parler, parce que là, pour le coup, tu maîtrises. Oui. Non, c'était... Alors, déjà, pour continuer à un petit peu tacler tes collègues chroniqueurs qui ne sont pas là ce soir, non, pour c'est d'autres bête. raisons. Voilà. Vous allez en recevoir tout le long de l'émission. Je profite de ramener tout ça à la couleur rouge et blanche du drapeau suisse, qui a une particularité, tiens d'ailleurs, c'est le quiz de l'émission. Quelle est la particularité du drapeau suisse ? À ton avis, Marc ? Il est rouge et blanc. Ouais, tu as déjà un point, c'est bon. Voilà. Par rapport à tous les autres drapeaux, eh bien, c'est le seul qui est carré. Voilà. Ah, c'est vrai ? Notre pays. Eh oui, il n'est pas rectangulaire, il est carré. Il y a des mesures bien précises aussi pour l'espace entre la croix et le bord du drapeau. Voilà, ça c'était mon quart d'heure intéressant. Non, Logitech, oui, moi, en tout cas, j'en suis fier parce que j'ai pu rencontrer son fondateur. Et puis, Logitech a marqué l'informatique. Clairement, moi, je me rappelle des premiers Mac, des premiers ordinateurs. On a un âge certain qui nous permet d'être un petit peu nostalgique par rapport à ça. Tu parlais du ramasse-miettes. Moi, je me rappelle effectivement des premières webcams Logitech qui étaient sphériques, composées sur un support. J'avais envie de vous parler de Logitech parce qu'en fait, Daniel Borel, qui est le monsieur derrière Logitech, s'est battu pendant 5 ans. On parlait tout à l'heure de technologie, d'innovation, de ranking par rapport au pays. Et il faut aussi ramener le fait qu'on vit dans un pays qui est très cher. Le niveau de vie, les salaires, les matières premières n'aident pas à faire qu'on puisse se sentir à l'aise pour innover, pour lancer des nouveaux produits. Et je me rappellerai toujours de cette interview que j'ai eue avec lui où il m'a dit pendant 5 ans, les 5 premières années, je pense, de son business, eh bien, ça a été rude de faire comprendre aux banques qu'ils devaient faire appel à un peu de compréhension de leur part. Ils devaient pouvoir compter sur elles pour donner vie à ce qu'il avait imaginé. Et il m'a lâché à la fin de l'interview qu'il était pas peu fier de pouvoir dire que maintenant il n'habitait plus en Suisse, dans un autre pays, parce que c'était son pied de nez par rapport à comment ça s'est passé pour lui, parce qu'il a vraiment ramé. Mais on est aussi très fiers en Suisse de voir se dire, voilà, c'est une des technos qu'on a tous rencontrées, que ce soit au travers d'une souris ou au travers d'une webcam. Logitech, pendant des années, disait c'est nous qui aurions dû inventer la
la GoPro, ils ont aussi loupé les coches, hein, ils ont aussi clairement manqué des belles occasions. Alors, c'est pas forcément sous l'égide de Daniel Borel. Et puis, on parlait du CES, ben voilà, c'était aussi l'occasion de rebondir sur le fait que j'ai eu l'honneur, le privilège de rencontrer le CEO actuel, Bracken Darrell, qui est très très accessible, qui est très sympa, qui est assez souvent en Suisse, voilà, et qui est quand même à regarder ce qui se passe sur le territoire suisse en matière d'innovation, en matière de technologie, puisque le headquarter est toujours ici en Suisse, malgré le fait qu'effectivement la boîte a méchamment évolué, méchamment changé depuis. Il y a quand même une anecdote par rapport à Logitech, c'est le village ou la ville de naissance de Logitech. Je ne sais pas si tu as vu ça, moi j'ai vu ça sur Wikipédia, ça m'a surpris quand même, parce que si on le prononce à l'anglais, ça fait Apple. Oui, voilà, exactement. C'est un tout petit village, hein. C'est vraiment petit. Alors ici, on dit Apple. Oui, Voilà, j'imagine. Il y a un S d'ailleurs à la fin. mais effectivement, c'est un joli pied de nez par rapport à toute cette success story. Si vous avez l'occasion, chers internautes, de voir, d'entendre ou même de rencontrer M. Borel, ça vaut vraiment la peine parce que moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que j'ai pu, grâce à cette rencontre, en savoir un peu plus sur son parcours et j'ai beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'il a pu faire. Et puis, on n'est pas peu fiers quand même ici en Suisse de dire, ben voilà, Logitech, c'est une boîte suisse à la base. Oui, et c'est mérité en plus, parce que c'est des bons produits. Enfin, je ne suis pas là non plus pour faire leur pub, mais on est rarement déçus. Il y en a d'autres, hein, oui. Soyons clairs. Oui, et puis beau travail au niveau design. J'ai eu l'occasion de co-organiser une conférence où on a fait venir le numéro 1 du design depuis la Silicon Valley jusqu'ici en Suisse. Non, c'est la déclinaison avec Logi, hein, puisqu'effectivement ils ont créé la marque dans la marque, donne des choses assez intéressantes. Et c'est vrai que voilà, ils sont dans une politique de rachat de sociétés. Ils sont à l'origine. Tiens, j'ai pas pu le sortir parce que voilà, comme je le disais hors antenne, je n'ai pas eu le temps de le brancher, mais les microphones Blue, c'est maintenant Logitech qui tient les rênes de cette boîte. Donc ça a l'air de bien marcher pour eux. Le point d'amélioration, ça aurait été effectivement de revenir sur ces coups ratés, ces trucs c'est la faute à personne, où on est passé à pas loin du bon produit, de la belle innovation. GoPro, ça reste le truc sur lequel j'entends les gens de Logitech me dire c'est quand même parce qu'ils avaient failli la racheter. GoPro à l'époque était à vendre et ça s'est pas fait. Voilà. Donc ça reste un regret de la part de Logitech de ne pas être sur ce marché-là, parce que finalement ils en sont complètement absents, je pense, l'image de manière générale. Hein. Il n'y a pas de produit. Oui, on avait les webcams. Alors après, je ne sais plus de mémoire s'il y avait eu d'autres appareils, mais c'est vrai que là, ils sont... Alors ils sont très forts dans le device, on parlait des claviers, des souris, des interfaces pour les gamers. Mais c'est vrai, il y a une volonté maintenant peut-être de corriger le tir. Est-ce que c'est trop tard ? On verra. Mais... Moi, je me rappellerai toujours d'un accessoire qui existe toujours par ailleurs, mais c'était audacieux de le sortir à l'époque. C'était l'idée d'avoir retourné la souris pour en faire le trackball. C'était Logitech aussi. C'est les seuls à l'avoir fait. C'est un brevet, j'imagine. Et je sais que pour avoir travaillé dans des studios de radio où la place s'est assez calculée autour de soi, autour des appareils, etc., et que l'informatique est rentrée dans les studios de radio, avoir cet outil-là pour pouvoir naviguer dans les pages et dans les différentes interfaces qui nous étaient données, ça nous a sauvés. Donc, oui, voilà, c'est marrant ce que tu racontes parce que moi je l'ai vu très très souvent dans des studios audio. Voilà, effectivement des studios d'enregistrement. Il m'arrivait très souvent de voir ce trackball. La place est confinée, hein, donc on a besoin de voilà. Et c'est du Logitech aussi. Voilà, je pense qu'on a bien fait la. Ils peuvent nous envoyer des trucs. C'est bon. On vous a mis en description de la vidéo et du podcast une interview de son CEO actuel, si je ne dis pas de bêtises, qui explique un petit peu comment s'organise aujourd'hui Logitech. J'étais assez surpris d'ailleurs sur l'idée qu'ils ont de pouvoir délocaliser très facilement d'une usine à l'autre un produit. En général, un produit, une usine. Chez Logitech, apparemment, ils peuvent fabriquer en Chine et puis le lendemain déménager le produit et sa chaîne de fabrication dans un autre pays en Europe ou autre. Ça leur donne une flexibilité que d'autres
probablement n'auront pas. Enfin, chacun jugera de la pertinence d'aller travailler avec les Chinois, mais je trouvais ça assez audacieux finalement comme manière de travailler. Bon, voilà. On aura encore l'occasion, à mon avis, de parler des fleurons technologiques suisses dans un instant. On parle de la lettre M maintenant, on va aller sur Mars. Mars One Ventures, qui n'ira pas finalement sur Mars, manifestement. L'information est tombée cette semaine, tu l'as épinglé, Thierry. Oui. Et puis, si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, Mars One Venture, qui vendait le voyage pour aller coloniser Mars, était une société basée en Suisse. Oui, voilà. bah oui. C'est le côté amusant de la chose. Est-ce qu'il y a des Suisses à bord? Est-ce que c'est parce que fiscalement c'est intéressant? Je ne sais pas. Mais le fait est que voilà, c'est nos amis de Presse Citron chez qui j'ai trouvé l'info. Je salue d'ailleurs notre ami Eric Dupin au passage, parce que voilà, on nous a vendu peut-être du rêve avec l'idée de partir vivre, s'expatrier sur cette planète. Et puis une société qui fait faillite en Suisse, c'est toujours quand même quelque chose d'assez particulier chez nous parce qu'on n'a pas la culture de l'échec. Hein. On n'est pas capable de voir que, par exemple, un entrepreneur qui s'est planté 2 ou 3 fois, eh bien, c'est peut-être un bon entrepreneur qui fera plus jamais de bêtises. Et puis, si je vous parle de Mars One Venture, qui avait son siège administratif ici en Suisse, c'est que c'est totalement passé inconnu des radars ici de l'actualité suisse. Donc rien que pour ça, merci Presse Citron, qui est aussi une de mes sources d'informations préférées. Rien que pour ça, bravo à eux, parce que voilà, l'actualité tech, on parlait de Stéphane Laurenceau pour Point Barre sur la radio Couleur 3, bien en fait, voilà, elle se résume à quelques acteurs. Je ne sais pas si je fais partie de ces acteurs, mais en tout cas, moi, la technologie m'intéresse au plus haut point, et puis je suis un peu fier ce soir d'être à bord de l'émission de Marc, puisque voilà, les technos, c'est une source d'information utile. Voilà, ça c'est le passage autopromo, mais réel, dans le sens où je suis très déçu de ne pas voir d'autres exemples helvétiques venir parler de ça, de l'actualité de l'innovation, de la technologie. Et je suis très très étonné, je suis très surpris de ne pas voir les principales sources de news ici en Suisse relayer la chose, parce que ça date, je crois, de fin janvier, le dépôt de bilan ou la faillite de cette société. J'ai vu ça effectivement aux alentours du 7, un article était déjà paru sur un site américain, me semble-t-il, et relatait donc le fait que c'était vraiment une banqueroute totale et que voilà, c'était presque une société fake, quand on lit un peu en profondeur le truc, c'était un petit peu quelque chose un petit peu particulier. En tout cas, très honoré de te recevoir, Thierry. Juste une précision, c'est que, et je le dis souvent avec les chroniqueurs, nous apportons une information, mais nous ne travaillons pas cette information. C'est-à-dire que nous n'allons pas la chercher. Nous, ce qu'on fait, c'est une grande conversation autour d'une certaine actualité que d'autres n'ont peut-être pas épinglée. Ça, c'est peut-être la différence avec d'autres podcasteurs, parce qu'on est complémentaires les uns des autres. On n'est jamais concurrents, évidemment. Et donc, on va chercher l'information là où elle se trouve, sur les sites, et on la recoupe, etc., pour se faire une opinion. Et c'est cette opinion que nous partageons. C'est dans cet esprit-là qu'on réalise les technos. Tous les podcasts ne fonctionnent pas de la même manière. Nous, ils fonctionnent comme ça. Et finalement, manifestement, ça plaît. Oui, voilà. Je confirme. Donc voilà, et c'est une autre façon de voir les actualités technologiques, qu'elles soient belges, françaises, américaines, suisses, évidemment. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de podcast, enfin, à part ce que toi tu réalises, soyons clairs, mais il n'y a pas de réelle mouvance de podcast high-tech en Suisse. Je suis moi-même très étonné des fois de voir le peu de Suisses qui viennent regarder ou écouter les podcasts francophones. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Alors, je reviens... On va reparler peut-être podcast dans un instant, mais juste, on ouvre une parenthèse. Oui, alors c'est peut-être par rapport à notre mentalité aussi, cette histoire de pas oser faire les choses ou de sortir du bois. Moi, je commence volontairement cette phrase avec à la première personne. Moi, j'ai pris l'initiative de m'en fiche, allez, on va le dire en français, de m'en foutre, de parler à la première personne, parce que j'ai décidé d'assumer le fait que, voilà, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de le partager, j'ai envie de donner mon avis. Et je crois que ça ne fait pas partie de notre ADN que d'oser faire ça. En tout cas, pas ouvertement, à l'image, par exemple, d'un podcast ou d'un live ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça nous amène à la lettre suivante, Thierry, regarde.
Puis comme podcast, forcément, il fallait qu'on en parle, ou Periscope, parce que ça existe toujours, Periscope, il faut quand même le dire. On va en parler, évidemment, on va en dire 2 mots pour ceux qui ne se souviennent pas ou ne connaissent pas Periscope, c'est tout à fait possible, on peut passer à côté du Periscope, si je puis dire. Le podcast, toi, tu y as touché tout petit, j'ai presque envie. J'étais trop comme ça. Oui, c'est ça. Donc, t'es un des pionniers du podcast francophone de manière générale, avec d'autres évidemment, mais à une époque où personne n'y croyait vraiment au podcast en fait. Oui. Alors, on était une petite poignée qui après, très vite, un peu comme l'époque des blogs, s'est multipliée et puis le ménage s'est fait tout seul parce que c'est toujours la même vieille histoire, hein, c'est le rythme, la constance. Là, je vois, on est dans l'épisode 201 des technos. Ben voilà, c'est ça qui paye, c'est cette régularité, ce rythme qui fera que à la longue, on peut sortir du lot, on peut se faire remarquer. Et oui, j'ai donné dans le podcasting au moment même où ça s'est créé l'histoire d'Adam Curry et puis Dave Winer qui sont à l'origine de cette invention du RSS 2.0 dans lequel on encapsule de l'audio, de la vidéo. Très souvent, j'aime d'ailleurs à rappeler, le podcast, c'est pas que de l'audio, messieurs, dames, mais ça peut être aussi de la vidéo. Et j'ai toujours dit à l'époque, tiens, moi je vais faire podcasteur parce que je suis un flemmard versus les blogueurs qui écrivaient des articles. Oui, mais en fait, j'ai très vite compris que c'était le contraire, c'était beaucoup plus de travail, puisque à l'époque, je tournais avec des cassettes et une caméra vidéo qu'il fallait digitaliser tout son contenu. Donc oui, le podcast, j'y ai toujours cru parce que c'était une très très belle invention en réponse à ce problème de bande passante. Hein. Il faut savoir qu'en plus de ce problème technique, il y avait aussi la question d'Adam Curry à l'époque, c'est de dire comment je vais pouvoir mettre à disposition toutes mes archives audio, tous mes contenus que j'ai déjà faits, de façon plus pratique que de simplement les lister sur une page web. Et puis je vous rappelle, HTML, on faisait ça avec un logiciel qui s'appelait, je ne sais plus comment, ça va me revenir. Enfin bref, on codait avec les pieds les pages Internet. Et là est venu WordPress. Donc j'ai connu WordPress depuis ses débuts. Et on raconte que je serais le premier podcasteur francophone à avoir fait de la vidéo, là où il y avait le très célèbre Bertrand Lenôtre, qui avait fait le podcasteur, et qui est un ancien de la radio, qui a tout de suite en plus trouvé son modèle économique en étant sponsorisé, et il avait même travaillé pour des marques, il avait des podcasts qui étaient à l'époque sponsorisés par Microsoft, donc une belle surprise de cette marque que de carrément investir là-dedans. Il y avait des gens comme notre ami Loïc Lemer aussi, qui le faisait au travers d'une radio, qui était sur, je crois, Europe 1 à l'époque, ou Europe 2, avant que ça change. Et je me suis accroché dans l'idée de me dire, voilà, j'ai enfin trouvé mon modèle en matière de création de contenu, pratique. Alors je m'entends, hein, maintenant on a tout ça en poche, hein, ça s'appelle un smartphone, c'est beaucoup plus simple pour créer du contenu vidéo, audio, mais j'ai tout de suite accroché là-dessus, et puis surtout on en parlait hors antenne, j'y ai cru comme certains, parce que quand j'ai vu Apple dire tiens, nous on va mettre une rubrique podcast dans notre iTunes, là je me suis dit waouh, là il y a un signal fort. À l'époque ça s'est pas très fait remarquer. On n'a pas tous capté, mais je crois que Steve Jobs avait fait un truc très très fort de son vivant. Il s'est dit, allez, moi je vais être le catalogue des podcasts, et le temps il a donné raison. Avec Thierry, un tout petit bémol, je pense que ça en a tué certains des podcasts, parce que pas armés et pas les outils et les serveurs pour pouvoir délivrer une telle quantité. Tout d'un coup, il y avait un afflux d'audience potentielle qui a vraiment sucé par la moelle le podcasteur, qui était sur un petit serveur. Je me rappelle, moi je connaissais des podcasteurs qui hébergeaient leur son sur Free, par exemple, à l'époque. Tu vois, et qui avait pas un sou à mettre là-dedans, et donc qui d'un coup se retrouvait complètement étranglé parce qu'il y avait tout de suite 500 personnes qui se connectaient en même temps pour revenir récupérer ce fichier, et donc ça a eu... Certains, je sais, en tout cas, j'en connais quelques-uns, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson en disant « Moi, je ne suis pas capable de payer un serveur pour héberger mes sons, parce qu'il n'y avait pas de service comme aujourd'hui on a SoundCloud ou autre, pour héberger des sons de manière un peu correcte. Donc, Amazon n'existait pas, enfin, plein de choses comme ça qui n'existaient pas. Et donc, il fallait composer avec ce qu'on avait, et les moyens du bord, et très très peu de moyens, quoi.
Ouais, alors je réalise que j'étais chanceux parce que j'étais en Suisse. Oui, Mon hébergeur à l'époque voulait me taxer très cher, puisque à l'époque on n'avait pas. C'est juste ce que tu racontes, j'ai un peu zappé ces étapes importantes. mhm. Voulait me taxer la bande Ah passante bah oui. qui transitait sur le trafic. Alors moi, j'avais pas l'audience d'un Léo Laporte ou Mhm. d'autres stars du podcasting, mais c'est vrai que ça a coûté de l'argent. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une autre rencontre, celle de l'auteur des Tata Claque, qui me racontait dans une interview que j'ai faite, son nom va me revenir, eh bien, il a payé de sa poche, effectivement, l'hébergement de ses Ouais, vidéos, de ces fameuses têtes à claques, avant les YouTube et autres solutions en ouais, ligne. ouais. Et puis lui, je pense qu'à l'époque, je crois qu'il m'avait dit qu'il voulait garder la main mise sur ses contenus, donc il Ça, voulait je peux surtout pas les comprendre. héberger. Ouais. Ouais. Ça, je peux comprendre parce qu'il y a tout un débat autour de ça aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'affaire du rachat de Anchor par Spotify. On en parlait il n'y a pas tellement longtemps, ici même, Ouais. dans ce podcast, où on se dit, mais est-ce que ce seront encore des podcasts si on les met derrière un paywall? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de récupération? En marge de ça, on voit qu'il y a un terrible développement et c'est heureux d'ailleurs, hein, un terrible développement du podcast en France par le biais de studios de production de podcasts. Mais là aussi, on a l'impression qu'on nous impose un genre qui n'est pas nécessairement. Enfin, le podcast pour moi n'est pas un genre, c'est juste un Oui. moyen. Et là, on nous fait croire un podcast, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, avec des règles un petit peu fermées, même Ouais, là, un peu snob j'entends. aussi. Voilà, tu vois. Ouais, ouais. On entend des gens de radio, je pense, arriver Oui, c'est là-dessus. ça. Et qui tout d'un coup Ouais. vont nous dire comment faire. Ouais, c'est, c'est assez amusant. Ouais, c'est- c'est assez amusant. Je réalise que, je te dis, je peux chaque 6 mois rappeler l'origine du podcasting Mais oui, c'est ça. et arrêter avec cette phrase comme quoi le podcasting vient à la mode. Il l'a toujours été, simplement, il est sorti des radars Oui. des gens qui étaient curieux, qui allaient chercher. Alors, je te donne un parti raison par rapport à l'histoire d'iTunes. Parce qu'au tout début, c'était le tout premier répertoire de podcasts, et très vite Mhm. après, ça s'est décliné. Je vois d'un bon œil, moi, je pense, Spotify ou d'autres proposer là-dessus. Moi, je suis très fier d'avoir maintenant mes podcasts sur Google Podcast parce qu'ils Mhm. sont enfin référencés sur Ouais. d'autres plateformes que ceux de iTunes. Mais c'est vrai, j'avais complètement zappé l'histoire des coûts que ça représentait entre l'hébergement et la bande passante parce qu'on Mhm. n'avait pas les mêmes offres. On Ouais. n'avait pas la même bande passante. Et c'est quand même un comble, parce que maintenant, on a de la 5G qui arrive bientôt sur nos téléphones portables. Ouais. Et on s'évertue à se passionner pour des podcasts qui étaient la solution, qui était la réponse à la problématique de la bande passante et du stockage. Ouais, Donc, c'est c'est non, amusant. c'est assez magique. C'est un peu voilà, l'histoire se répète. On n'a jamais eu autant d'outils ces dernières années pour faire du contenu, pour produire son propre Ouais. contenu. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Enfin, moi, je viens de la radio, hein, comme beaucoup le savent. La première chose que j'ai fait, je l'ai dit à beaucoup de gens autour de moi quand j'ai commencé à faire du podcast, j'ai commencé par désapprendre à faire de la radio pour faire du podcast de manière Ah, très correcte. bien. Ouais. Donc, pour essayer de casser les codes qui sont imposés quand on fait de la radio. Et puis là, je deviens mon propre rédacteur en chef. Donc, Alors, quand les gens me disent je fais des podcasts parce que je voudrais bien faire de la radio, je dis attention. Parce que c'est pas la même chose. Pas pareil. C'est pas pareil. Il y a une différence entre travailler pour soi et travailler pour quelqu'un de manière globale. Ça, c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Donc, et là, c'est encore beaucoup plus vrai. Ouais. Soyons très clairs. Mais les deux métiers et les deux jobs, et les deux façons de faire sont formidables quand on les maîtrise et quand on le fait avec plaisir, comme toujours. C'est ça le plus important. Periscope. Periscope. Bah oui, parce qu'il faut en parler quand même. Periscope, allez, cet ovni qui est apparu il y a quelques années maintenant, qui a permis de faire du tweet, mais en vidéo, en fait, quelque part. Hein. C'est lié. Ouais. Ouais, du live. Alors, c'est marrant parce que, pour la petite histoire, et là, je vais parler comme un vieux con, puisque j'ai un certain âge, mais je me rappelle avoir acheté mon tout premier iPhone en modèle jailbreaké, puisqu'il n'était pas en vente en Europe. Mhm. Et parce qu'il était jailbreaké, on pouvait faire quelque chose qui n'était pas prévu, c'était de filmer. Parce que le tout premier iPhone faisait que des photos. Et bien pourri, puisqu'il y avait un capteur de 0,3 millions de pixels, autant dire rien du tout. Ouais. Et il y avait une application à l'époque qui s'appelait
Quick, je ne prononce pas forcément juste, ça s'écrit QIK, et c'était une application de streaming. Oui. Comme quoi, on n'a rien inventé. Et c'était assez fou. Après, il y a eu Loïc Lemer avec son Sismic, où on avait de la conversation au travers de la vidéo. Et j'ai connu Mercat, que j'adorais, qui a vu le jour à South by Southwest. Alors, je suis très fier de pouvoir montrer. Voilà, le t-shirt. Bah oui, j'y suis allé aussi. C'est là qu'a vu le jour des trucs comme Twitter, comme Mercat, qui après a dû laisser place à Periscope. Mm-hmm. Et Periscope, j'ai une belle histoire par rapport à ça à partager avec vous aujourd'hui. C'est que nos amis français, là je pense à Damien Douani qui est aussi à l'origine de pas mal de contenu. Et il y a PPC, si vous allez chercher sur Periscope, vous le trouverez facilement parce qu'il fait un truc assez fou, mais j'y reviendrai. Ouais. Qui m'ont dit, tiens, nous on est en train de monter une chaîne Periscope et on va tous animer du contenu sous l'égide d'un seul compte commun. C'est très malin. Ils m'ont dit, il y a une contrainte, il va falloir animer à jour et heure réguliers. Et là, je leur ai dit, aïe, merde, je crois que ça va m'emmerder, alors je le fais. Parce que j'y ai cru, parce qu'effectivement, ça paye. À l'image de tes épisodes pour les technos, le fait de trouver régulièrement des contenus auxquels on peut s'abonner, alors là, pour le coup, on ne s'abonne pas, on participe en live. Ben voilà, moi, j'ai pris le pari de me lancer là-dedans, et Periscope, c'est tous les lundis soirs, pour moi, à 20h30, avec en direct de Suisse, hein, voilà, j'invente rien. Mon show s'appelle comme ça, et je dis toujours en plaisantant, dans les mauvais jours, c'est entre 300 et 500 personnes, et dans les bons jours, c'est entre 3 et 5000 personnes. C'est ça qui est magique avec ça, c'est comme pour les podcasts, comme pour un blog, comme pour un site de news, c'est les communautés. Et là, je rebondis sur ce que tu disais avec Anchor et Spotify. Je pense que ces gens-là sont sensibles à l'idée de se rattacher à des communautés. Je pense qu'ils n'achètent pas des technos, ils achètent des communautés. On le voit dans tous les pays. Quand tout d'un coup, un LinkedIn se fait racheter par Microsoft, on achète une communauté, on n'achète pas une plateforme. Voilà. Et les datas qui vont avec. Et la data qui va avec, bien évidemment. Non, Periscope, alors oui, ça existe toujours. Et je parlais de PPC, lui, alors il prend le pari un peu fou de faire du Periscope audio. Alors, le comble, vous avez une application qui tourne sur votre smartphone, vous pouvez converser avec des gens qui vous voient. Maintenant, on peut inviter, un peu à l'image de ce soir, 1, 2 ou 3 contacts pour collaborer dans le live. Mais lui, il fait carrément un truc fou, il le fait en audio tous les matins à 7h35. Et donc, du coup, il anime ça sous la forme d'une balade qu'il a à faire à pied dans Paris. Et il les transforme en podcast. Et ça, je trouve assez intéressant. Moi, j'essaye de le faire, mais je suis un peu à la ramasse au niveau timing. Tous les contenus que je fais en live, je les transforme en capsules audio parce que je trouve intéressant, pour certains des sujets que je traite, de les proposer en rattrapage, on pourrait dire, ou en podcast, pour être plus précis par rapport à la techno. Donc oui, moi j'y crois beaucoup. Le live a quelque chose d'intéressant, hein. C'est pas toi qui vas me dire le contraire au vu de ce que tu fais ce soir, c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle, nous, dans le métier, un tourné-monté. C'est ça. À la fin de cette émission, elle est prête, et ça, c'est génial. Ça, j'adore. C'est vraiment... Elle est presque... J'ai envie de dire qu'elle est presque prête parce qu'il faut faire un petit knip devant, knip derrière. Oui, voilà. Et puis l'envoyer. Donc, ça reste plus léger que si on devait le monter complètement. Donc, moi, je trouve intéressant. Le live, cette prise de risque, et puis l'interactivité. Moi j'ai un très grand plaisir à retrouver ma communauté tous les lundis soirs, parce que c'est un peu comme si on s'installait dans un lieu qu'on connaît, un café, on boit des verres, on parle de choses. Et ma plus belle récompense, c'est de pouvoir entendre ces gens, lire ces gens me dire « Chouette, j'ai appris quelque chose, chouette, c'était vraiment super intéressant. » Voilà, rien que pour ça, le live, moi j'adore. Et puis voilà, c'est du tourné-monté, c'est pratique. Oui, c'est pratique.
moi j'aime bien quand les choses sont un peu habillées, machin, etc. Parce que voilà, il y a le côté bling bling. Oui, Mais ça compte aussi, quand on a envie de faire un objet aussi, qu'on a envie de regarder, peut-être de revoir aussi à un moment donné. Quand on est plus sur Periscope, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'instantané. Et donc, qu'à la rigueur, il soit encore lisible après, récupérable après le fichier, ça a finalement peu d'importance. Je pense que ça se vit plus en direct, mais tout le monde n'est pas disponible au moment où tu l'enregistres voilà. probablement. Et ça, on peut le concevoir aussi. Moi, j'ai en tête, j'ai envie de le citer, c'est NoTech TV sur Oui, YouTube, où ouais. tous les matins, ils font Ouais, un Jérôme truc. Kainborg, hein, ouais, c'est fou. C'est fou. Voilà, c'est pendant une heure tous les matins de 8h à 9h sur YouTube en direct, ils commentent l'actu de la veille, l'actu high-tech de la veille. Alors du coup, évidemment, si on fait 5 heures de techno, on va avoir aussi beaucoup de contenu à mettre en ligne, etc. Lui, il le fait au quotidien, et donc voilà, je trouve tous les formats ont le mérite d'exister et trouvent leur public, et je trouve ça super intéressant à vivre de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est ce que tu dis est juste, c'est tous les formats. Et c'est là où c'est intéressant. Il faudra, chers auditeurs, on va vous appeler comme ça, vraiment passer le message. Ce n'est pas de la radio et Non. c'est pas le mécanisme ou les formats de la radio qui peuvent s'imposer dans le podcasting. Ouais. Au contraire, c'est vraiment une multitude de formats et c'est ça qui est intéressant. Et contrairement à la radio où tout est fait, tout est pré-mâché pour vous, pour vos petites oreilles, etc., ici avec les podcasts, il faut faire un petit peu d'effort pour venir nous trouver. Il faut un peu payer de sa personne, tu vois. Il faut un peu parce que le podcast c'est pas le moyen technologique le plus sexy ou le plus voilà. Tout le monde s'affaire à créer des applications qui permettent de télécharger ça plus ou moins correctement, de s'abonner, etc. Mais c'est pas le format le plus sexy, c'est pas au niveau commercial le plus facile à vendre non plus. Il faut bien le reconnaître. Ouais. Il faut accepter quand on fait un objet comme un podcast qu'une fois qu'on l'a mis en ligne, il nous appartient plus et on est responsable de ce qu'on a dit dedans, et parce qu'il va partir et on pourra pas le changer. C'est génial ça. ce que tu dis parce que c'est pratiquement bon pour moi ce que j'arrête pas de dire. Il faut accepter que ce contenu vous échappe. Voilà. Donc, et c'est ça. Ouais. Quitte à ce que des couillons fassent du pognon avec. Ça, c'est le revers de la médaille, on a envie de dire. Ouais. Parce qu'il y en a maintenant que le podcast se popularise, du coup, il y a plein de gens qui sortent du bois en disant « mais moi, je sais comment on fait ». Et font des formations, des machins, etc., qui coûtent la peau des fesses. Et voilà, ça, c'est les à côté, on va dire, de ce marché, de ce jeune marché, finalement, hein, même si ça fait maintenant plus de 10 ans que ça tourne, mais là, c'est en train de se développer à une vitesse quand même assez fulgurante. Hein, il faut bien. Bon, il y a un fait assez intéressant à souligner, c'est que je me rappelle, je crois, les tout débuts, c'était fin 2004, début 2005, c'est à peu près aussi... J'ai réellement commencé au moment où ça voyait le jour, et je crois que quelques mois après la naissance de ce format, il y avait déjà aux États-Unis des régies publicitaires. On pouvait envoyer son flux chez eux pour qu'ils l'agrémentent d'une intro et d'une extro, qui venait comme ça sponsoriser votre contenu. Je trouve ça assez fou et c'est dommage que ça soit si tard parce que tu parlais de Anchor, ça y est, ils viennent avec l'idée que tu puisses mettre des capsules sponsorisées pour pouvoir financer, ou en tout cas essayer de financer tes contenus. J'ai pas encore pris le temps d'essayer. Mais c'est un peu triste de savoir que c'est seulement après 10-15 ans que tout d'un coup les gens se disent « Ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour rentabiliser ». Alors c'est vrai que le modèle proposé par certains, et là on pense à nos amis français qui lancent des grosses plateformes pour de l'écoute de podcasts personnalisés, qui veulent les monétiser et les proposer sur abonnement. Ouais, ça va être dur. Ça va être compliqué, mais en même temps, bonne chance, j'ai envie de dire. Hein. Oui, non. C'est une affaire à suivre. Une affaire, oui, c'est ça. C'est parce qu'on est dedans aussi et que moi, ça m'intéresse. Hein. Ça fait partie de mes sources d'information, entre guillemets. Je regarde ce qui se passe un peu à gauche, à droite hein, dans ce domaine-là, mais je l'ai toujours fait, même avant de faire des podcasts, parce que l'audiovisuel, de manière générale, m'intéresse, comme toi aussi, j'imagine. On n'est pas les seuls. Tout le monde ne fait pas de podcast pour autant, mais c'est bien de s'informer autour de ce truc-là. C'est des métiers de passion. Et quand vous tombez sur un podcast qui parle de podcast, de temps en temps, il ne faut pas non plus exagérer, mais de temps en temps, c'est intéressant aussi d'en entendre parler. Puisque toi, tu en parles toi-même, tu le disais, de temps en temps aussi, hein, puisque c'est un outil de travail aussi, le podcast. Ça devient de plus en plus un outil marketing aussi. Exactement, en fait, on va garder ça pour la fin, parce qu'effectivement, je crois que c'est dans le conducteur, mais j'aime à rappeler qu'on a beaucoup de chance maintenant, parce qu'on a ça en poche. On a cette brique technologique qui nous permet sacrément
de plus avoir d'excuses à pas produire du contenu. Je parle pas d'un petit cliché pour Instagram, je parle de Mhm. travailler quelque chose. On parlait du CES et comme on a accompagné cette délégation suisse, on a eu un problème technique, hein, je suis totalement transparent. On n'a pas pu utiliser les intercoms qu'on voulait dédier à cette vingtaine de personnes qui nous suivaient. Mhm. Donc on a travaillé en petits groupes et on a enregistré chacun des speeches, des pitchs des stands qu'on a visités. Et D'accord. il s'est avéré qu'en fait, le simple fait d'enregistrer ces contenus a rendu service et a intéressé ceux et celles qui étaient venus pour les retrouver, pour les réécouter tranquillement, parce que voilà, ça s'est fait à l'arrache, mais en fin de compte, on avait notre smartphone à portée de main et ça a très très bien marché. Et ça a correspondu à- ça correspondait à une attente Mhm. pratique. Voilà, c'était de réécouter ce qu'on avait visité. Moi, je trouve ça magique. Et je reste encore fan de l'outil, de ses fonctionnalités, etc. Quand je parle de l'outil, je parle du smartphone parce que ça ouvre des perspectives magnifiques. Quand on voit un car régie d'une chaîne de télévision qui se déplace et qu'on se dit qu'avec ce petit objet qui fait 12 cm sur 5, on peut faire pareil. c'est Ouais, c'est- c'est fou, c'est fou. Ouais. c'est complètement fou. Donc voilà, on va peut-être passer à la lettre suivante, si vous voulez bien. Parce qu'on on n'a pas beaucoup parlé de Suisse, finalement. On va parler de quelques fleurons technologiques suisses, si tu veux bien, parce qu'on a parlé de Logitech. On n'a pas cité, en fait, les startups que tu as accompagnées au CES, quelques trucs sympas là-dedans aussi. Et puis, de manière générale, la Suisse, on l'a dit, c'est un pays de technologie cinquième en termes de production, enfin pas de production, mais d'innovation technologique, ce qui est quand même pas rien, parce qu'il y a du beau monde quand même au niveau de la planète en innovation technologique. Quelques noms comme ça que tu peux nous jeter en pâture. Alors, je vais rendre hommage à quelques-unes des startups qui ont fait le déplacement pour le CES, comme ça on est quelque chose Oui. de petit pile poil dans l'actualité. Et avant de parler des Suisses, je vais parler d'une technologie qui est celle de la fintech et la blockchain. Oui. C'est là où le bas blesse, parce qu'effectivement, d'un côté, on a de plus en plus de sociétés qui lancent des ICO, hein, donc le Mhm. lancement de nouvelles crypto-monnaies, et qui viennent se baser en Suisse. On a un canton qui est un petit peu notre Delaware à nous, où c'est intéressant fiscalement de s'y installer. Mhm. Il y a encore pas plus tard qu'il y a moins d'une année, je crois, ou deux, Roger Federer avait ses papiers là-bas, il a déménagé depuis. Euh, il a pas de souci d'argent, hein. Non. Mais voilà, c'est du sport, il a du mérite. Non, mais plus sérieusement, voilà, on a vu débarquer pas mal de sociétés qui se sont lancées dans la blockchain, dans la crypto-monnaie. Et je trouve que c'est dommage que là, on est un petit peu en retard. Je suis allé voir au CES nos amis français de Ledger. Mhm. Ledger aurait dû être un produit suisse, par exemple. Voilà, Oui, bon, c'est vrai. voilà, ça correspond pile poil à notre ADN. On Le a déjà parlé produit dans est les technos, vraiment. c'est le wallet, hein, c'est le portefeuille Voilà. numérique pour Oui, les alors, crypto-monnaies, voilà, quoi. c'est Ouais. c'est une petite clé USB qui est bourrée de technologie, qui a Mhm. son propre système d'exploitation, qui est inviolable, indécryptable et Mhm. incopiable. C'est vraiment un très très beau produit qui est très très accessible au niveau prix, hein. Mhm. Ils ont de plus en plus de crypto-monnaies compatibles pour ranger son wallet dessus. Son porte-monnaie, on pourrait dire en Suisse. Et je suis un peu déçu de savoir que c'est pas un produit suisse, voilà, c'est pas une innovation suisse. Mais bon, on va rester quand même Oui. chauvin avec le produit coup de cœur. Moi, les tout premiers que j'ai envie de citer, parce que comme tu l'as dit, je suis un amateur de bière, ce sont nos amis de WeCheer. Ça s'écrit WECHEER.io, Mhm. qui ont ni plus ni moins inventé, ou en tout cas donné vie à un décapsuleur connecté, intelligent. Je vous explique, il est haut d'une dizaine de centimètres, c'est un cylindre jaune, et vous décapsulez votre bouteille de coca, de bière, et voilà. Mhm. Sauf que derrière, il y a un petit projecteur, il y a une caméra, et le temps que vous décapsulez votre bouteille, eh bien, le contenu est identifié. On sait que c'est une bouteille de Coca Zéro, par exemple, et donc pour un tenancier de bar, de restaurant, ben voilà, il va avoir un réel chiffre à l'instant T Ouais. de ce qu'il consomme ou de ce qu'il vend. C'est juste phénoménal.
On m'a raconté que la grande maison Coca-Cola est venue plusieurs fois sur le stand de la Suisse. J'imagine. Donc il y a des choses qui vont se faire, je pense. Et nos amis de Untappd, le fameux réseau social des bières, dont je suis friand, et vous pouvez me trouver si jamais vous voulez voir ce que j'ai dégusté comme bière belge, eh bien, sont aussi en discussion avec eux, parce que du coup, ce produit pourrait aussi intéresser le monsieur, madame, tout le monde que nous sommes, pour par exemple, pourquoi pas, en décapsulant une bière, tout de suite la checker et la noter dans son palmarès. C'est un joli produit, vraiment. Puis les gens qui sont derrière sont très très sympas. Ils sont ravis de leur venue au CES parce que ça s'est concrétisé en quelque chose de très très bon. En tout cas, je leur souhaite plein succès par rapport à cette techno. S'il fallait continuer pour les technos suisses, alors je vais continuer avec celle qui était présente au CES. J'étais pas super persuadé de l'idée de Nicolas Bidot, qui est le monsieur de Présence Suisse. Il faut savoir que la Confédération suisse a un département qui prône la visibilité de la Suisse. Donc c'est lui qui a entendu entre autres, qui a entendu mon coup de gueule pour que ce pavillon voie le jour. Et il a eu l'idée de faire un pavillon qui comportait une scène qui se transforme en volière, c'est-à-dire enfermer une espèce de filet de protection. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire voler de drone au CES, mais quand c'est enfermé dans un espace restreint, confiné, protégé, pourquoi pas le faire. Et autant j'étais pas persuadé de venir avec de la techno sur les drones, parce que pour moi les drones c'était il y a 2-3 ans au CES. Il y avait le Huang 184, le fameux 184, je peux parler belge. Oui. Les Suisses. Non, on dit pas, chez nous on dit pas 80, on dit 80. Ah ok, d'accord. C'est 70 et 90. 70 et 90. 184, voilà, vous allez avoir les oreilles qui saignent, on parle suisse. Qui était ce fameux drone autonome dans lequel vous installez, vous tapotez la destination et il vous emmenait automatiquement là où vous vouliez. Donc, j'étais pas persuadé de venir avec cette techno. Mais on a nos amis de Windshape. Windshape, c'est une soufflerie pour drone et ils en ont fait la démonstration au CES. Alors, vous imaginez un caisson de 2 mètres de large sur 1 mètre de haut, équipé de presque une centaine de ventilateurs, et qui va mettre à l'épreuve un drone qui va être filmé en temps réel pour examiner justement ses comportements. Une sorte de soufflerie portable qu'on peut comme ça utiliser pour tester des appareils télécommandés et volants. Eux aussi, ils ont fait pas mal de bons contacts. C'est une des startups, une parmi d'autres, qui sont venues sous l'égide de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a rien à envier justement en matière d'innovation, mais qui pour le coup sortait du lot puisque, voilà, comme je le disais, on manque d'énergie, de ténacité à mettre en avant ce qu'on sait faire, par exemple dans ces hautes écoles. Voilà. Or, le PFL, si je dis pas de bêtises, c'est votre MIT à vous. Voilà, part. exactement. Patrick Ebicher, qui en a assuré la direction pendant pas mal d'années, a vachement contribué à mettre en avant cette école. On parlait de podcast, il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers d'heures de contenu de MOOC qui sont distribués gratuitement par cette école. Il a vraiment grandement contribué à la visibilité de cette école et on a de jolis fleurons, on a de jolis startups qui s'y installent. On parlait de Logitech. Logitech a un lab de recherche au sein même du PSE, du parc scientifique de l'EPFL. C'est là que ça se passe. Donc il y avait des choses autour du drone. Alors, je n'ai pas forcément tous les noms en tête, mais on avait une technologie où le gilet bourré d'électronique sert de manette de contrôle pour le drone. Donc c'est votre corps qui dirige un drone et vous ressentez avec toutes sortes de senseurs ce qui se passe. S'il y a de la résistance, on tournera à gauche, à droite. Donc après, à voir ce que ça peut amener. Mais là où c'était intéressant par rapport au drone, c'est pas les premiers. On en a maintenant 2 qui sont là-dedans. Du drone qui est complètement protégé autour d'une sphère très facile à mettre en place et qui peut aller comme ça dans des endroits pas très très accessibles, des tremblements de terre, des choses comme ça. SenseFly, c'est un joli fleuron suisse. Alors eux, c'est pas nouveau. Ça fait maintenant quelques années qu'ils ont explosé parce qu'effectivement leur produit est vraiment très très bien foutu, il est très pratique.
vous imaginez un drone qui peut taper contre les murs, qui peut rentrer en contact avec des objets sans qu'il soit perturbé pour le vol. Puis surtout, vous l'envoyez dans des zones soit accidentées, irradiées, inaccessibles pour l'être humain. C'est ça, oui. Donc là, il y a une véritable utilité pour le coup. Ouais. De belles marques. Dans le passé, suisse, il y en a aussi des belles marques. J'en ai épinglé 2 parce que c'est un peu mon domaine, le son. je suis un peu désolé. Demande de qui tu vas parler. Bon, par exemple, Kudelski, oui. c'est Nagra, c'est l'appareil qui a été sur tous les terrains pour capter du son, que ce soit pour la radio ou pour la télévision. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais de moins en moins, parce que des produits concurrentiels, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai travaillé avec quelques modèles qui pesaient leur poids en batterie, on va dire. Et donc, voilà, moi, je voulais épingler quand même cette marque-là, qui est pour moi quand même emblématique du savoir-faire suisse. Et dans un domaine assez similaire, t'as aussi Studer, qui avec sa marque grand public, Revox, est peut-être plus connue du grand public, mais Studer, c'est toujours une marque qui est active en broadcast, en radio, qui fait des mélangeurs audio numériques. Et là aussi, la concurrence est assez rude, mais ça reste quand même des valeurs sûres, ces 2 marques-là. Il y en a encore quand même quelques-unes, hein, des vieilles marques comme ça qui subsistent, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on voit, par exemple, ce qu'est devenu Kodak, ce qu'est devenu Philips, là on se dit qu'on n'est pas éternel, quoi, qu'il peut se passer n'importe quoi demain, et voilà. Oui, c'est amusant ce que tu dis sur le Nagra, parce que pour la petite histoire, on reparle du CES. Aller au CES, c'est aussi aller là-bas pour gagner un CES Award, une reconnaissance. Ouais. Et j'étais très surpris et déçu, par exemple, que l'année passée, Kudelski, avec certains appareils, avec des amplis, sont venus rafler des prix, ont gagné des prix. Kudelski, maintenant, est très très fort dans tout ce qui est sécurité, le cryptage de signaux vidéo et audio. Ça a été un joli coup pour Kudelski d'avoir été le provider pour Canal+, pour les fameux décodeurs de télévision. C'est tout près de Lausanne que tout ça a vu le jour. Et encore une fois, un petit regret de ne pas avoir vu plus loin la communication autour de ces très bons produits pour dire, on en est fiers, on a même gagné des prix avec ça. Il faudrait le plus le dire au grand public, parce qu'on va reparler de podcast 2 secondes, mais si on existe, c'est un petit peu parce qu'il n'y a plus cette case, il y a peut-être même jamais eu cette place sur les médias traditionnels pour parler de nouvelles technologies, ou de technologies tout court d'ailleurs. Les places sont rares. Il faut occuper par d'autres choses, du divertissement, de la fiction, des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt, ça tient plutôt du mandat du service public. Il y avait, je vous invite à aller voir si vous trouvez ça dans les archives. Il y avait une émission qui s'appelait Nouveau, nouvo.ch, et qui a changé. Maintenant, elle existe toujours, mais c'est plus du tout la même chose. On était clairement dans un en plus disponible à l'époque aussi en podcast. On était clairement dans quelque chose high-tech et tout. Et je pense que le mandat du service public a écrasé un petit peu cette espèce d'extraterrestre à l'époque, qui était pour nous aussi intéressant, parce qu'il y avait de la vraie veille technologique, il y avait des choses intéressantes, mais qui correspondaient peut-être pas à l'attente du grand public comme on le définit dans une radio, une télé d'État. C'est ça, Donc, c'est dommage. Mais c'était de très très bonnes factures. Pour le coup, une fois de plus, j'encourage tout le monde à faire l'effort d'aller vers les contenus quand ils le veulent. Des fois, c'est un petit peu rude au début, il faut un peu se faire violence pour aller chercher le contenu. Mais une fois qu'on est dedans, la sauce prend, et voilà. Et alors, je ne parle pas uniquement pour ma crèmerie, mais pour toutes les crèmeries de gens qui, comme toi ou d'autres, partagent du contenu, allez-y, quoi. C'est notre salaire à nous, c'est ça, c'est le nombre de vues, c'est tout simplement. Exactement. Et puis on peut pas enseigner, on peut pas imposer la curiosité, donc clairement. Allez-y. On va terminer l'abécédaire comme on le fait souvent avec la lettre W, mais cette fois-ci c'est avec 7 lettres W. Normalement c'est oui mais non, on termine avec le oui mais non, qui est en fait le what the fuck, mais ici, il n'y a pas de oui mais non. C'est W comme Weber. Simplement pour clôturer cet épisode un petit peu particulier avec un chroniqueur que vous n'aviez encore jamais vu, en tout cas sur cette chaîne.
Je pense que ta communauté va du coup aussi peut-être un petit peu goûter au techno, c'est ce que j'espère du moins. Et, oui, je vais me faire fort de l'inviter dès super. lundi prochain à mettre la main. Ah, lundi prochain, il n'y aura pas de live, voilà. C'est pas relâche, mais les occupations professionnelles m'obligent à les abandonner. Mais du coup, j'ai trouvé où les aiguilles, et clairement, oui, voilà, oui, donc, c'est un podcast que je suis très très content d'écouter, donc et c'est réciproque. Je me vois ravi d'en faire la pub, c'est sûr et certain. Donc, et comme je dis, c'est réciproque. Si on veut aller plus loin avec toi, Thierry, tu es un peu partout sur Internet. Bah oui, c'est incroyable le nombre, parce que c'est quand même un nom relativement commun, Weber, hein, dans le monde, mais il n'y a qu'un seul Thierry Weber sur Google. Voilà, je sais pas, t'as acheté le nom, quoi, mais il y en a pas d'autres. Moi, je connais un Patrick Weber, qui est journaliste en Belgique, mais Thierry Weber, il y en a qu'un, et il est avec nous aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Par ailleurs, tu as une boîte, tu peux te dire deux mots aussi sur tes activités professionnelles. Oui, alors comme je le disais, j'ai eu la chance en faisant du podcast de gagner ma vie avec ça, mais pas directement du podcasting, puisqu'effectivement j'ai acquis une visibilité qui du coup est pas très discrète. Hein. Si vous allez dans Google, vous pourrez vous rendre compte. Weber, effectivement, c'est un peu le Dupont de Suisse allemande. Hein. C'est un peu le nom un peu commun. C'est ça. Et à force de faire du contenu, à force d'aller vers les gens, à force de faire des interviews, parce que c'est un format moi qui m'a toujours intéressé, j'avais envie. Ben voilà, on parlait de Daniel Borel, le fondateur de Logitech. J'avais très envie de le rencontrer pour lui poser mes questions là où je m'y retrouvais pas chez nos amis journalistes. Et donc, à force de faire ça, j'ai acquis une visibilité qui faisait que j'avais l'impression de rien faire, hein, parce qu'on me disait « Ah tiens, au fait, tu pourrais pas m'aider pour ma société, mes produits, tu pourrais pas m'aider à faire du contenu vidéo ?» Alors, historiquement, ça a commencé avec de la production de contenu, et sans me rendre compte, sans business plan, sans études de marché, sans banque, c'est un comble ici en Suisse, et surtout sans faire exprès, je me suis retrouvé à créer une agence qui répondait à ces demandes. Le tout premier nom fut thierryweber.com, hein, tout simplement parce que les gens me connaissaient sous ce nom-là. Et ça s'est transformé en l'agence Brive, qui s'écrit B-R-E-E-W. Alors les anglo-saxons disent Brew, moi je dis Brive pour la francophonie. C'est presque comme la brasserie en anglais. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est de nouveau. On n'est pas tombé loin. Et maintenant, j'aide les entreprises, les marques, mes clients à être visibles sur Internet parce que je peux montrer la preuve par l'exemple, mais aussi j'ai acquis cette légitimité grâce ou à cause de mes contenus. Voilà, on parlait avant de ce contact, ce prospect qui m'entend sur les ondes de la radio, qui m'entend parler du CES, qui entend l'histoire et qui me dit un beau jour, écoutez, il faut qu'on se rencontre parce que voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est très souvent que ça se passe comme ça et c'est pour ça que j'adore le web. Et puis ce soir, j'ai la chance de m'inviter là où tes acolytes sont en train de faire de drôles de choses, puisqu'on est le 14 février. Hein, voilà. Donc merci Marc pour l'invitation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie privée. Hein, non, c'est ça. Il ne faudrait pas imaginer des trucs. Voilà. Mais voilà, c'est la magie du web, c'est ça. Et puis c'est très sincèrement que je partage tout ça avec toi parce que le web a ce truc de magique, c'est que quand tu donnes, tu reçois. Il faut pas attendre que ça vienne, il faut pas attendre un jour et heure précis, mais sache que là, je m'adresse à l'internaute qui nous écoute et qui nous regarde, c'est vrai, ça fonctionne et voilà. Et puis c'est surtout depuis que je fais du numérique que j'ai jamais autant rencontré de gens. On parlait de connaissances communes, que ce soit chez nos amis québécois, belges, français. Tout ce petit monde, c'est grâce à ça, Internet est devenu un lion. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne se connaît pas toujours, mais on se suit, on se respecte, on partage les mêmes infos et les mêmes angles et des fois les mêmes opinions ou pas. Hein, c'est des fois voilà, mais c'est assez rigolo effectivement. C'est un microcosme qui comme ça. Et puis de temps en temps, quelques années plus tard, des fois.
l'exemple ici, on finit par faire un enregistrement ensemble. J'espère que ce ne sera pas le dernier, Thierry. Non, alors j'allais te dire, je voulais te prendre au mot parce que j'aime bien ce format-là. On a eu l'occasion avec Bruno Guglielminetti de le faire à plusieurs reprises. De temps en temps, il m'invite dans son podcast et je serais ravi de pouvoir le faire parce que j'adore la Belgique, pas que pour les bières, attention, qu'on soit bien d'accord. Pas forcément pour la météo, mais voilà, il y a peut-être ce point commun entre les Québécois, les Belges et les Suisses. On s'y retrouve pour certaines choses. Ouais. Puis ben voilà, moi je suis très très admirateur de voir que chez nos amis français, chez vous en Belgique, que ce soit aussi au Québec, et il n'y a pas que Bruno, il y a vraiment beaucoup de sources de contenu. Bien, voilà, on trouve son compte parce que, comme on le disait, je crois, hors antenne, il n'y a pas beaucoup de choses ici à se mettre sous la dent en Suisse en matière de producteurs de contenu que nous sommes. Donc ça fait bien plaisir de savoir que la francophonie est notre trait d'union, notre trait commun à nous tous. Ouais. Effectivement, et ce sera une belle conclusion. On va mettre évidemment, comme toujours, en description, vous trouvez tous les liens possibles, imaginables, vers tout, le périscope, le site, les news dont on a parlé durant cet épisode. Vous retrouverez tout. Je vous conseille vraiment les hebdomadaires de Thierry. Vous connectez. Moi, j'ai installé l'application maintenant, Périscope, parce que je me dis qu'un de ces jours, en rentrant du boulot, comme j'ai 700 mètres à faire entre mon boulot et ici, je vais faire un petit live comme ça de 5-6 minutes, voilà, par exemple, parce que j'aurai certainement des trucs à dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Juste je terminerai avec une anecdote. Moi, je me rappelle qu'on a échangé, toi et moi, sur Twitter, un jour, mais quelques minutes. Tu avais fait, je pense, le premier périscope, le premier live vidéo d'un hélicoptère. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ah oui, tu te souviens de ça. Oui. Et on a fait tout le chemin. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore l'enregistrement qui restait sur Periscope, donc on n'a pas l'enregistrement du live. On n'a même pas l'enregistrement du smartphone parce que mes collègues, mes collaborateurs n'ont pas sauvegardé le truc. On a fait un live effectivement d'une star qu'on a ici, un chanteur qui s'appelle Bastian Becker, qui est une jolie belle gueule, comme on dit, qui est bourré de talent et qui nous a donné un coup de main pour promouvoir une station de ski, puisqu'on l'a emmené depuis le bord du lac sur les pistes de ski et on a fait ce live pour l'accompagner et raconter l'histoire de ce qu'on pouvait faire avec l'hélicoptère. Alors je sais que mes copains écolos n'ont pas apprécié à l'époque, mais voilà, c'était aussi un chouette exercice, une prouesse de style de s'amuser à faire ça à bord d'un autre type de véhicule. Puis après, je me suis moi aussi amusé à faire des lives pour moi directement à bord d'hélicoptère. C'est un moyen de transport que j'adore. Il y a beaucoup moins de bouchons. Oui, et puis tu vis dans un pays aussi où ça justifie à un certain degré quand même. Oui, on a de très beaux paysages, ça gâche rien. Si vous venez dans la région, c'est très volontiers que je vous fais découvrir les alentours parce qu'on est déjà en altitude, en tout cas pour le village dans lequel j'habite. Donc en quelques secondes, c'est pas en minutes, c'est en quelques secondes, on est en face d'un paysage magnifique. Ouais. J'ai un malin plaisir, moi, tous les matins, à me lever à voir toutes ces montagnes. C'est beau, voilà, c'est tout simplement beau. Ce qui est fou, c'est que tu as un compte Instagram et que tu ne partages pas tellement finalement de ces images. Non, c'est vrai. Mais par contre, j'ai fait un périscope au bout d'une de ces montagnes. J'ai eu l'opportunité de le faire. J'en fais pas assez, c'est vrai, mais voilà, je laisse un petit peu mes collègues de l'Office du tourisme faire ce boulot. Oui, c'est ça. Parce que finalement, à un moment donné, il va pas... Oui, voilà. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Merci 1000 fois, Thierry. Je le dis, je le répète, c'était un vrai plaisir. Et j'espère que c'était un vrai plaisir aussi pour ceux qui nous ont écoutés. Il y a eu des moments où c'était un petit peu nombriliste. On peut l'assumer. Oui, on l'assume. C'était très suisse aussi. Mais on a appris plein de trucs et surtout, n'oubliez pas ce grand pays et cette technologie. Il s'y passe plein de trucs et il y a des gens qui parlent en français aussi. Et donc, il faut se connecter, quoi. N'hésitez pas un seul instant à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Merci encore pour les pouces levés si vous en faites, les étoiles sur les différentes plateformes de podcasts, etc. On fait chaque fois le petit laïus, mais c'est nécessaire aussi. C'est parce que je le disais tantôt, ça fait partie de notre salaire, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt.
Salut. Merci beaucoup, Marc.